Eh bien voilà, il est 17h30. Bonjour à tous, vous qui nous rejoignez de tous les horizons, du moins on l'espère. La Foire du Livre de Bruxelles est extrêmement contente de vous accueillir dans ce webinaire autour des poètes noirs d'Arabie qui sera animé par Pascal Claude et qui va nous présenter l'anthologie réalisée par Xavier Luffin avec des lectures de Marwan Amini. Cette rencontre, elle est organisée par la Foire du Livre de Bruxelles, mais surtout avec le partenariat de notre ASBL historique partenaire bien connu, Traductive. Et avant de céder la parole à Pascal Claude pour l'animation, je vais demander à Anne Casterman, sa présidente, d'en faire la présentation. Bien voilà, donc Traductive, c'est une association qui a été fondée en 2016 autour de la traduction littéraire. Et j'avais envie de créer une association intergénérationnelle et aussi de me mêler dans le conseil d'administration différentes personnes du monde du livre et d'introduire le traducteur dans cette chaîne du livre. Donc, ça veut dire que finalement, il y a tous des métiers qui sont un peu moins connus, dont on ne connaît pas toujours le rôle, éditeur, etc. Et aussi de rendre vraiment visible le traducteur littéraire et son rôle dans le passage d'une langue à l'autre. Alors, nous avons différents volets d'activités. Donc, on organise des rencontres, des webinaires, des ateliers. On a différents partenaires, dont la Foire du Livre de Bruxelles, mais aussi la Nuit Blanche du Noir de Mons, et le Festival de films Elle Tourne. Nous avons aussi parfois fait des activités dans les écoles, traductives sur les bancs de l'école, donc animer des rencontres avec des étudiants et surtout pour essayer de rendre visible aussi sur les réseaux. Nous avons une page LinkedIn, une page Facebook, une page Instagram et un blog. Si vous tapez traductive.com, vous tombez sur notre blog. Je vous invite à vous y abonner et à suivre nos pages. Voilà, beaucoup d'informations très, très diverses sont publiées, en particulier sur la page Facebook. La page Instagram est beaucoup plus ciblée actuellement. On donne la parole à des traducteurs que l'on met à l'honneur, différents conseils qui sont donnés aussi et des questions qui sont posées. Le traducteur est-il un auteur? Qui est une question assez importante. Alors pour moi, c'était très, très important d'organiser cette rencontre avec Xavier Luffin parce que c'est le premier recueil aussi de textes d'une nouvelle collection des presses universitaires de l'ULB, donc la collection Métaphrasis. Et maintenant, je cède la parole à Pascal Claude en espérant que vous aurez du plaisir à écouter toute cette rencontre. Oui? Pascal, je voulais juste ajouter un petit détail technique, c'est que cette rencontre est enregistrée et qu'on pourra la revoir probablement en fin de la semaine, au début de la semaine prochaine, sur la chaîne YouTube de la Foire du Livre de Bruxelles. Voilà, je vais couper ma caméra, mais lorsque je reviendrai, cher Pascal, vous saurez qu'il vous reste 3-4 minutes pour conclure. Du Bonne coup, je rencontre. vais enclencher mon chronomètre, comme ça j'aurai une idée de quand vous allez intervenir. Voilà, bonjour ou bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette conversation avec Xavier Luffin autour donc de ce livre. Je fais partie des quelques privilégiés qui ont déjà pu le lire et qui ont eu déjà accès à ce livre, Poète noir d'Arabie, une anthologie qui nous emmène du 6e au 12e siècle. Alors la première question, elle va être assez simple. Pourquoi s'être intéressé, pourquoi avoir décidé de rassembler des textes produits, écrits par des personnes qui ont la même couleur de peau? Bien, merci. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un critère un peu étrange a priori, mais en réalité, il y a un fil conducteur dans les œuvres de la plupart de ces poètes, pas tous, c'est qu'ils sont généralement d'origine africaine, souvent d'origine éthiopienne, parfois d'origine nubienne, et très souvent aussi, ils sont d'origine servile, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont des descendants d'esclaves, voire des esclaves qui ont été affranchis. Et la question de leur couleur de peau et de l'association qui est faite ou pas avec l'esclavage apparaît de manière récurrente dans l'œuvre d'une grande partie d'entre eux. Et donc, je me disais que ça pouvait servir de fil
fil conducteur au-delà de la simple couleur de peau à travers les œuvres de ces poètes, même si en même temps ils abordent aussi de nombreux autres sujets. On va y revenir évidemment, Xavier Luffin. Pourquoi cette période temporelle entre le 6e et le 12e siècle? Alors, ça commence au VIe siècle parce que c'est la période la plus ancienne pratiquement pour laquelle on connaît avec certitude la poésie arabe. On a quelques poèmes réputés plus anciens, mais dont on n'est pas sûr de l'authenticité. Et pour être honnête, plusieurs des poètes du VIe siècle que je cite dans l'anthologie ont aussi Il y a des points probablement… d'interrogation. Voilà, sur leur authenticité. Mais en tout cas, c'est la période la plus ancienne à laquelle on peut remonter. Et en tout cas, le premier siècle durant lequel on a des traces de poètes d'origine africaine. Et le 12e, parce que après cette période, on retrouve aussi beaucoup moins, je n'ai pas vraiment trouvé de nom pour les périodes postérieures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais c'est très souvent, les anthologies de poésie classique s'arrêtent à peu près autour de ce siècle-là parce que la production poétique s'étiole ensuite. Elle n'est pas inexistante, mais elle est plus répétitive et voilà. Mais peut-être que c'est encore un domaine à explorer, à défricher. Exactement. Justement, ça a nécessité beaucoup de recherches, de rassembler ces textes d'auteurs avant de les traduire? Oui, alors il y a des auteurs pour lesquels on a des anthologies bien établies depuis longtemps. Je pense à Hantara Ibn Shaddad, par exemple, ou à Shanfara. Ce sont des poètes qui sont célèbres, encore maintenant dans le monde arabe, et donc leurs textes sont assez facilement accessibles. Mais pour d'autres poètes, on n'a parfois que quelques vers cités dans l'un ou l'autre livre, et donc j'ai dû effectivement faire des recherches, c'est-à-dire que le livre n'est pas une traduction d'un livre existant en arabe, mais vraiment la collation de différentes sources éparses. Pouvez-vous nous dire des liens existants de part et d'autre de cette étroite mer Rouge, parce que c'est capital comme enjeu, évidemment, si on parle de cette poésie ce soir? Oui. Alors effectivement, ce n'est pas un hasard si une grande partie des poètes cités, surtout pour les périodes les plus anciennes, sont d'origine éthiopienne. La péninsule arabique n'est séparée de l'Afrique finalement que par la mer Rouge, qui n'est pas si large que ça, et les contacts entre ces deux zones sont très anciens. Il suffit de penser aux langues qu'on parle aujourd'hui en Éthiopie. Alors, on parle de très nombreuses langues en Éthiopie, mais les langues principales, je pense à l'amharique, au tigré aussi, sont des langues qui appartiennent à la famille sémitique, à la famille des langues sémitiques, ce qui montre, exactement comme l'arabe et l'hébreu, ce qui montre que depuis très longtemps, des populations ayant des origines communes se sont installés, je dirais, à la fois dans le nord-est de l'Afrique, dans la péninsule arabique et au Proche-Orient. Donc ces liens sont encore plus anciens que le fameux 6e siècle où commence mon anthologie, et l'archéologie le montre aussi. Il y a toujours eu des liens historiques et économiques entre ces deux parties du monde. Et parler de ces liens, c'est évidemment aussi, Xavier Luffin, parler de l'histoire de l'esclavagisme. Exactement. On se rend compte que le premier poète cité dans l'anthologie, Hantara ibn Shaddad, est le fils d'un chef d'une puissante tribu arabe, Shaddad, et d'une esclave éthiopienne, Zabiba, qui a été capturée en réalité lors d'une guerre et ramenée dans la péninsule arabique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les rapports entre les deux côtes, j'allais dire, de la mer Rouge, ne se sont pas limités à l'esclavage. Et il faut savoir que à plusieurs reprises, des armées éthiopiennes ont envahi la péninsule arabique et ont occupé certaines parties Oui, du notamment Yémen. le Yémen, comme vous le racontez dans l'introduction de votre livre.
Tout à fait. Et on retrouve encore, on a retrouvé au Yémen notamment des inscriptions en guèze, donc qui est l'ancienne écriture utilisée en Éthiopie, qui est elle aussi donc une écriture sémitique. Et donc on a toute une série de preuves qui attestent clairement de la présence des Éthiopiens, mais cette fois-ci de la présence militaire dans la péninsule arabique. Donc tout ça pour montrer que les rapports de domination n'ont pas toujours été dans le sens, on va dire, d'une importation d'esclaves africains vers la péninsule arabique. Il y a aussi eu des moments où les Éthiopiens ont pris le dessus et ont remporté des batailles, y compris sur le sol même de la péninsule. Pendant ces siècles sur lesquels vous vous arrêtez, quelle fut à la fois la place de la poésie et puis le rôle des poètes dans cette période, et en particulier des poètes noirs, Xavier Luffin? Alors, la poésie joue un rôle fondamental dans la culture arabe. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'essaye souvent, lorsque j'en parle à mes étudiants ou dans certains cercles, j'essaye de laisser les gens imaginer la place qu'occupe la poésie dans la culture arabe. Lorsque je voyage dans le monde arabe, il n'arrive jamais que je croise quelqu'un qui n'a pas mémorisé un nombre important de poèmes, par exemple, voire qui en compose lui-même. Donc la poésie est vraiment, je cite Ibn Khaldoun, un célèbre historien du XIVe siècle, dans l'introduction du livre, qui insiste pour dire que la poésie, c'est en fait le réceptacle de la culture des Arabes. Alors lui, il parle évidemment de la période classique, il vivait au XIVe siècle, mais donc il considère que si on veut connaître la culture arabe, la sagesse, mais aussi l'histoire, parce que toute une série... Porte d'entrée idéale. Exactement, exactement. Et elle l'est restée encore aujourd'hui. Donc, y compris certains des poètes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que parmi ces poètes, alors on a dans l'anthologie ici une vingtaine de poètes d'origine africaine, mais en réalité, on a les noms et les œuvres de centaines et de centaines de poètes qui se sont succédés pendant plusieurs générations. Ce n'est qu'une petite partie de la contribution des Arabes à la poésie, mais on se rend compte qu'effectivement, et ça c'est un phénomène assez intéressant culturellement, des gens issus de l'esclavage, parfois de première génération, ont eux-mêmes contribué à l'élaboration de la poésie. Donc c'est assez intéressant d'imaginer une personne qui est affranchie et qui en même temps devient un poète célèbre. Et quel était donc le rôle et le statut des poètes à cette époque-là? C'était le deuxième volet de ma question, Xavier Luffin. Alors, leur statut, c'est un statut fondamental. Il représente vraiment, puisque comme je le disais, les Arabes de l'époque considéraient que la poésie était le réceptacle de leur histoire et de leur coutume. Ben, ça veut dire que le poète, quelque part, est le garant de cette histoire. Et on a toute une série de récits plus ou moins mythiques, mais peu importe, certains sont très beaux, qui expliquent par exemple des grandes joutes oratoires entre deux poètes de tribus différentes, et donc qui participent à des espèces comment on dit, j'allais dire, de compétition littéraire, et donc il y a cette légende très célèbre qui veut que à la période pré-islamique, les poètes qui récitaient la plus belle œuvre voyaient cette œuvre justement suspendue, écrite sur un tissu et suspendue au mur de la Kaaba. Ça montre vraiment le statut. Mais là, vous parlez de la période pré-islamique parce qu'on entend souvent dire que dans les premières années de l'islam, la poésie n'avait pas forcément la cote. Vrai ou faux? C'est vrai. Alors c'est vrai, les textes historiques le disent. Ibn Khaldoun, dans le même passage dans lequel il explique que la poésie est le réceptacle
de la tradition et de l'histoire arabe. Exactement dans le même passage, il explique aussi qu'effectivement, dans les premières décennies de l'islam, la poésie a connu un certain recul par rapport aux textes religieux. Mais ça n'a finalement pas duré si longtemps, puisque, encore une fois, on le voit dans l'anthologie ici, même pour les premières décennies de l'islam, pour la période omeyyade qui arrive juste après, on a un nombre relativement important de poètes. Donc, il se serait fait discret d'après la tradition historique pendant quelques années, mais ils n'ont jamais disparu de la tradition, en tout cas. Donc, statut manifestement important pour les poètes à cette époque. Et moi, ce qui m'a surpris en vous lisant, c'est que certains d'entre eux étaient par ailleurs des brigands, Xavier Luffin. Oui. Oui, alors ça, c'est une spécificité. Il y a un groupe de poètes, d'excellents poètes d'ailleurs, très particuliers, qu'on appelle les poètes brigands, les poètes voleurs, on les appelle parfois aussi en arabe, et qui sont des gens qui vont, contrairement à ce qui se faisait à leur époque, soit décider de quitter leur tribu, soit en être chassés. Et donc, alors que la poésie arabe, on est toujours dans la période pré-islamique, alors que les poètes arabes, justement, vantent leurs propres qualités, mais aussi les qualités de leur tribu et notamment leur valeur au combat, etc. On a là quelques poètes qui vont défendre des valeurs tout à fait différentes, c'est-à-dire des valeurs plutôt individualistes. Avec d'ailleurs des très beaux textes où certains considèrent que finalement la compagnie des animaux sauvages est plus agréable que la compagnie des hommes. Et on a donc quelque chose qui est tout à fait en opposition. Et ce sont vraiment des poètes brigands, c'est-à-dire qui se vantent dans leur poésie des razzias qu'ils ont fait contre d'autres tribus ou du miel qu'ils sont allés voler dans la montagne. Parfois aussi des femmes qu'ils ont volées à d'autres tribus. Donc c'est une poésie assez virile et assez violente, mais voilà, et qui encore une fois reste très connue et appréciée aujourd'hui d'ailleurs dans le monde arabe. Et parmi eux, il y a quelques poètes d'origine africaine, encore une fois. On va écouter Marwan Amini qui va nous lire au fil de cette rencontre quelques extraits issus de votre anthologie. Mais peut-être avant d'en écouter un premier, quelques éléments sur les spécificités du poème arabe, sur la manière dont on fait rimer les choses, sur la construction aussi, quelques éléments préalables. Xavier Luffin ? Oui, alors il y a une série d'éléments qui sont familiers, je dirais, au lecteur ou à l'auditeur francophone, à savoir le fait que dans la poésie arabe, on a une métrique qui est basée sur l'alternance entre des syllabes ouvertes ou fermées, des voyelles longues ou brèves, et donc ça rappelle un peu ce qu'on connaît de la poésie latine, par exemple. On a une rime aussi. Donc point commun avec notre poésie, mais cette rime est très particulière. Les poèmes arabes traditionnels sont généralement monorimiques, c'est-à-dire que on a certains poèmes qui peuvent aller jusqu'à 80 vers ou beaucoup plus d'ailleurs, et qu'un poème contienne 5 vers, 80 ou 100, chaque vers se termine exactement par la même rime. Donc c'est quelque chose dont on est moins familier dans notre tradition. Un autre élément important, c'est que toute la poésie dont on parle ici est écrite est rédigée dans une langue qui est l'arabe classique et qui, en gros, en tout cas d'un point de vue grammatical, n'a pas vraiment changé depuis le VIe siècle. Ce qui veut dire, et ça c'est quand même très important, que quiconque a été je dirais, éduqué dans le monde arabe, scolarisé dans le monde arabe, est capable, avec plus ou moins de difficultés, certes, mais est capable malgré tout de comprendre un poème qui a été écrit il y a 1000 ans ou même beaucoup plus que 1000 ans, ce qui n'est pas transposable dans le monde occidental. On ne peut pas le faire pour la poésie française ou pour la poésie anglaise, par exemple. Vous nous direz dans quelques minutes quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer en traduisant ces poèmes. Mais d'abord, on va peut-être écouter
un premier extrait que vous avez choisi. Je vous propose peut-être de l'introduire en quelques mots et puis ensuite on écoute la lecture de Marwan. Parfait. Alors, j'ai choisi un poème assez court. Il y en a de beaucoup plus longs dans l'anthologie de cet auteur, qui est en réalité mon poète préféré. Alors, il s'appelle Antara Ibn Shaddad. Il est le fameux personnage que je citais tout à l'heure, issu d'un mariage entre un chef de tribu arabe et une esclave éthiopienne. Et c'est une poésie dans laquelle il aborde au moins 3 sujets. C'est d'abord les séquelles de l'esclavage et donc du racisme aussi qui l'accompagnent. Hein. Le fait que, alors même qu'en réalité il a été affranchi par son père, lorsqu'il a la plupart des poèmes qu'on a retenus de lui ont été composés après qu'il a été affranchi, mais il continue à souffrir des railleries des membres des autres tribus, voire de sa propre tribu, et ça fait partie du poème que Marwan va lire d'ailleurs. Un deuxième thème qu'il aborde beaucoup, c'est sa bravoure au combat, parce que justement, comme fils d'esclave, pour gagner sa liberté, il a dû se montrer particulièrement valeureux. Et il revient souvent là-dessus, sur le fait que beaucoup de poètes se vantent dans leurs vers de leur généalogie. Bien, lui explique que, puisqu'il ne peut pas se vanter de sa généalogie, ce sont ses armes qui lui servent d'éléments de fierté. Et un troisième élément très important dans sa poésie, c'est l'amour qu'il vouait à sa cousine Habla. Donc voilà, c'est les 3 grands éléments qu'on retrouve dans les œuvres de ce poète du VIe siècle. Allons-y pour la lecture, alors si vous le voulez bien, Marwan. فإن تك أمي غرابية من أبناء حام بها عبتني فإني لطيف ببيض الذبا وسمر العوالي إذا جئتني ولولا فرارك يوم الوغى لقدتك في الحرب أو قدتني. Quelques commentaires, Xavier Luffin? Oui, alors c'est un poème qui est très court, mais qui regroupe en fait quelque part les nombreux éléments que j'ai cités tout à l'heure. Est-ce que vous voulez que je lise la traduction en français ou vous vouliez la lire pour que... Non, allez-y, allez-y. Oui. Alors, ça donne ceci. Oui, ma mère et le corbeau ont le même teint, et tu nous reproches d'être les descendants de Cham. Je prends grand soin de mes sabres blancs et de mes lances noires, si tu veux venir à moi. Si tu n'avais pas fui le jour de la bataille, l'un d'entre nous aurait mené l'autre à la mort sans faille. Alors, oui. Non, mais je me demandais, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'était votre petit chouchou, votre préféré, mais pour quel motif, en fait, Xavier Luffin? Pour quel motif? Alors, mais en fait, je trouve qu'il a il y a différents motifs. D'abord, il y a la sensibilité, l'extrême sensibilité dans sa poésie. Donc, c'est un poète guerrier. Il parle beaucoup de combats et on a des poèmes qui sont très, très sanglants, hein, où on voit des têtes volées, du sang qui gicle. Mais en même temps, lorsqu'il parle, par exemple, de l'amour qu'il voue à sa cousine, il parle souvent de ses larmes. Hein. Donc, il parle des larmes qui coulent sur ses habits et il explique souvent qu'il n'arrive pas à dormir tant que le songe de sa bien-aimée n'est pas venu le visiter. Et donc, on a cette opposition entre un homme qui est un véritable guerrier et aussi quelqu'un qui est éperdu d'amour pour Abla. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, qui est lié à sa sensibilité, c'est qu'il parle beaucoup des souffrances de l'esclavage, en fait. Donc, et du racisme. Les deux sont associés. Hein, c'est-à-dire qu'il explique régulièrement qu'on se moque de lui à cause de sa couleur de peau ou parce que sa mère était une esclave, et donc il en fait une arme, encore une fois. Un autre élément, c'est qu'il a des particularités qu'on ne retrouve pas, y compris dans la poésie postérieure. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de mots qui revient très souvent dans sa poésie, notamment dans le poème qu'on vient de lire.
c'est que voilà, en arabe, il y a énormément de synonymes pour une série de mots, et notamment pour les armes. Et très souvent, lorsqu'il parle de son épée et de sa lance, il utilise deux mots en arabe qui signifient blanc et noir. Alors, c'est une allusion évidemment à sa double ascendance, hein, le fait que son D'accord. père était blanc et sa mère était noire. Et il est le seul poète à utiliser cette métaphore dans cette optique-là. Donc, on a d'autres poètes d'origine africaine après lui. Ils vont lui reprendre certaines de ses idées, mais pas celle-là. Alors, il y a des raisons à cela, hein. Probablement parce qu'eux-mêmes n'étaient pas des poètes guerriers, mais plutôt des poètes de cour ou des poètes de ville. Mais voilà, c'est toute une série d'éléments qui lui donnent quand même une originalité très particulière. Donc, à la fois sa sensibilité et sa finesse dans la langue. Ouais. Et originalité de cette poésie aussi dans son ensemble, c'est que quand on parle de la couleur de peau, il y a un éventail de possibles pour dire la couleur noire. Xavier Luffin, vous l'expliquez bien ça aussi. Tout à fait. Il joue beaucoup avec ça. Donc, il y a un mot très court. Le mot le plus courant en arabe pour dire noir, c'est aswad, mais il a des dizaines de synonymes. Et parfois aussi, il fait allusion à la couleur de sa peau via une série de métaphores. Alors, dans le poème qu'on vient de citer, il dit notamment vous reprochez à ma mère d'avoir la même couleur que les corbeaux. Et en fait, dans ce mot, il y a toute une série il y a plusieurs niveaux de lecture, en fait. Il faut savoir que le corbeau est un animal qui porte malheur. Mais c'est aussi le nom qu'on a donné à un groupe de poètes d'origine africaine. Donc on les appelait en arabe Aghlibatul Arab, c'est-à-dire les corbeaux des Arabes. Et donc ça veut dire que lorsqu'il utilise le mot corbeau dans son poème, ça veut dire trois choses. C'est une référence à la couleur noire, mais c'est une référence à la malédiction du fait d'être noir. Et troisième chose, c'est aussi une référence à ces poètes d'origine africaine qui sont reconnus dans la tradition arabe. Donc un seul mot, mais une série de sens qu'on peut deviner derrière. Et alors il y a d'autres éléments de lecture. Dans le même poème, par exemple, il dit vous reprochez aussi à ma mère d'avoir pour ancêtre Cham. Et en fait, on fait référence ici à une légende qui est à la fois biblique et islamique, c'est-à-dire, voilà, il y a toute une série de légendes qui voudraient que Cham, qui était le fils de Noé, aurait été maudit par son père, et la malédiction voulait que les descendants de Cham auraient la peau noire et seraient les esclaves des descendants de ses frères. Alors évidemment, il fait un lien, hein, donc encore une fois, entre la malédiction, entre le fait que le corbeau est un animal maudit et cette malédiction qui est nommément citée dans le poème. Tout ça en quelques mots, puisque le poème est extrêmement court. Vous en parleriez des heures de votre chouchou Xavier Luffin. On a parlé de beaucoup de poètes jusqu'ici, mais je ne vous ai pas encore entendu parler de poétesse. Y en avait-il? Alors, il y en avait. On a dans la tradition arabe des poétesses très célèbres. Hein. Je pense pour les premiers siècles de la poésie, en tout cas pour la période musulmane, je pense à El Khansa, qui est une poétesse qui a écrit une série d'œuvres sur la disparition de ses frères morts au combat. On a en Andalousie Wallada, qui est une princesse très libre, en fait, on pourrait presque dire libertine, qui est assez connue. On a d'autres poétesses andalouses qui ont acquis une certaine célébrité. Alors, je tenais à ce que dans l'anthologie, il y ait quelques poétesses, mais alors évidemment, trouver à la fois des poétesses et le fait qu'elles répondent à la question du livre, à savoir d'être d'origine africaine, c'était plus compliqué, mais malgré tout, il y en a quelques-unes. Il y a un poème pour la période pré-islamique de Soulaka, qui est la mère d'un des poètes brigands,
qui s'appelle Suleik. Et on lui attribue un poème qu'elle aurait récité après le décès de son fils, justement. Et alors, on a aussi deux poétesses de l'époque abbasside. On a Dananir et El Hajna, mais hélas, on les connaît très peu. C'est-à-dire que pour toutes les poétesses d'origine africaine que je viens de citer, on ne connaît en général que 1, 2, voire 3 poèmes, pas plus. Si on prend cette période dans son ensemble, et ces poètes dont vous parlez, est-ce qu'ils intéressent aujourd'hui, par exemple, le monde arabe? Est-ce qu'ils sont étudiés, est-ce qu'ils sont lus, est-ce qu'ils sont commentés, ces textes? Oui. Alors, j'avoue que sur la vingtaine de noms qui sont présents dans l'anthologie, certains sont très peu connus aujourd'hui, ne fût-ce que parce qu'on ne connaît qu'une seule de leurs œuvres et qu'elle est citée dans un livre en particulier et pas ailleurs. Mais à côté de ça, il y a quelques poètes qui restent très très connus. Alors mon poète fétiche, Antara ibn Shaddad, reste très connu, notamment parce que, si vous voulez, la poésie arabe dans son ensemble a pour modèle 7 poèmes de la période pré-islamique, des poèmes qu'on appelle les odes suspendues. Elles ont été traduites en français. Alors, ce sont 7 poèmes de 7 poètes différents. Et Antara est l'un de ces poètes. Donc, ne fût-ce que pour ça, son œuvre à lui est encore très connue aujourd'hui. Alors, il y a aussi un poète comme Hassan Farah, ou comme Nusayb, qui restent ou Aboudoulama, qui sont des noms qui restent aujourd'hui relativement connus, et on trouve assez facilement leurs anthologies dans les bibliothèques ou dans les librairies du monde arabe. Donc oui, certains d'entre eux restent jusqu'aujourd'hui des modèles. Des références. Oui, des références. Et c'était le cas à la période classique. Il y a un grand... encore une fois, on trouve ça dans la littérature médiévale. Il faut faire la part des choses, mais il y avait un grand grammairien à la période médiévale qui s'appelait El Asmahi, et on rapporte un dialogue avec lui dans lequel il considère que des gens comme Nusayb et Suhaim sont donc deux des poètes de l'anthologie, sont des grands noms de la poésie arabe en général. Donc, pour bien montrer que ce ne sont pas tous des noms marginaux, bien au contraire, une grande partie des poètes étaient reconnus à l'époque et le restent encore aujourd'hui, effectivement. On va écouter un deuxième texte, vous nous l'introduisez, et puis on écoute la lecture de Marwan. Oui. Alors, le deuxième texte que j'ai choisi, pour bien montrer que l'anthologie n'aborde pas que la question de l'esclavage et du racisme, mais beaucoup plus aborde des thèmes beaucoup plus diversifiés, j'ai choisi un autre poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ta'abbata Sharran, et qui a produit 2 poèmes. On va en entendre un dans lequel il décrit un combat singulier dans le désert contre une espèce d'ogresse. Donc C'est un poète brigand, lui? Oui, effectivement, il fait partie des poètes brigands. Alors, tout le monde, si on prend les sources anciennes, toutes les sources ne mentionnent pas qu'il était d'origine africaine, mais d'après certaines sources, il était d'origine éthiopienne. Donc, ça ne fait pas consensus à l'époque, ça ne le fait toujours pas, mais plusieurs sources le disent. Et effectivement, il fait partie des poètes. Et pourquoi est-ce que, malgré l'incertitude, vous l'avez intégré dans votre livre? Alors, c'est un choix subjectif, je l'explique dans mon anthologie. Pour certains poèmes, et c'est souvent le cas en fait dans la tradition arabe, on a par exemple, on a 2 cas de figure. On a des œuvres qui sont attribuées à au moins 2 poètes différents. Et je pense à Sulaka, la mère de Suleik, le poème que je cite dans l'anthologie, d'après d'autres sources, aurait en réalité été composé par une autre femme. Et
Et alors, le deuxième cas de figure, c'est effectivement des poètes sur lesquels on ne s'entend pas forcément sur les origines africaines. C'est le cas de Tabata Sharan. Cela dit, c'est pratiquement le seul de l'anthologie. J'ai hésité un moment à le garder dedans parce que c'est vrai que j'ai vu quelques traductions d'autres poèmes de Tabata Sharan qui sont sortis ces dernières années et on ne mentionne pas ses origines. Mais il se fait que les textes anciens se posent la question de cette origine. Donc voilà, je me dis que à partir du moment où je précise dans le livre qu'il y a un doute là-dessus, ben, voilà, je ne dis pas avec certitude que c'est un poète d'origine africaine, mais on pourrait très probablement le ranger dans ce groupe. Bon, alors on écoute cette histoire de combat avec l'ogresse, Marwan. ألا من مبلغ فتيان فهم بما لاقيت عند رحى بطان بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحان فقلت لها كلانا ندو أين أخو سفر فخلي لي مكاني فشدت شدة النحو فأهوى لها كفي بمسقول يماني فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران فقالت عد فقلت لها رويدا مكانك إنني ثبت الجنان فلم أنفك متكئا عليها لأنظر مصبحا ماذا أتاني إذا عينني في رأس قبيح كرأس الهر مشقوق اللسان وساق مخدج وشوات كلب وثوب من عباء أو شنان. Merci. Lecture en version française, Xavier Luffin. Parfait. Qui dira aux braves hommes de la tribu des femmes ce que j'ai rencontré au milieu des dunes de Bitan? En vérité, je me suis trouvé nez à nez avec l'ogresse, fondant sur la plaine étendue de la steppe. Je lui dis, nous sommes tous deux exténués, rompus par la route. Laisse-moi une place. Alors elle se jeta sur moi, et de la main j'abattis sur elle mon sabre yéménite, bien aiguisé. Je la frappai sans me troubler, et elle s'écroula, les mains et la poitrine sur le sol. Elle me dit, frappe encore, et je répondis, calme-toi, reste à ta place, je ne te crains guère. Je passai toutefois la nuit entière appuyé sur elle, attendant l'aube pour voir à quoi elle ressemblait. Une horrible tête, munie de 2 yeux, comme ceux d'un chat, et d'une langue fendue, des bras d'avorton, un crâne de chien, revêtu d'une peau pareille à une outre ou à un tissu. Alors, voilà, on a ce récit étrange d'une ce qu'on appelle une goule, en fait. Hein. Donc, le mot est même passé en français, hein, une goule, au 19e siècle, je crois. Et c'est une histoire très étrange où ce héros veut passer la nuit. Il est éreinté par le voyage et il arrive à un endroit déjà occupé par quelqu'un et il lui demande de lui céder un peu de place. Elle refuse. S'ensuit un combat. Avec un dialogue étrange aussi. Hein. On entend dans le poème que le poète dit lui-même dans le texte, je lui ai dit ceci, elle m'a répondu ceci, alors je lui ai dit ceci. Et voilà, il finit par la tuer. Et alors le matin, quand le soleil se lève, hein, parce que quand il a mené le combat contre elle, il ne voyait pas vraiment à qui il avait affaire. Et quand le soleil se lève, il se rend compte que c'est en réalité une ogresse qui l'a tué. Voilà, alors, encore une fois. Ça révèle aussi la puissance d'un imaginaire, Xavier Luffin. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un côté un peu, il y a un côté tout à fait irréel, ou en tout cas fantastique. Hein, c'est un peu l'aspect fantastique de cette poésie, avec des êtres, des êtres surnaturels. Et certains y voient aussi, il y a une très belle analyse d'une collègue américaine qui voit dans cette confrontation un espèce de... En tout cas, elle lui donne une dimension érotique. Hein, en voyant, on a un homme contre une femme, même si elle est un peu étrange, mais
et voilà, et le combat serait un peu la métaphore d'une relation entre les deux. Question de traduction, je l'avais promis cette question tout à l'heure, je ne l'ai pas oubliée, c'est celle des difficultés que vous auriez pu rencontrer particulièrement en traduisant ce type de texte, Xavier Luffin. Alors, la difficulté, c'est notamment, dans ce cas-ci, c'est moins la grammaire, puisque, comme je le disais, la langue arabe reste assez stable depuis le VIe siècle jusqu'à aujourd'hui, que le vocabulaire. C'est-à-dire que, surtout pour les poèmes les plus anciens, on a des mots qui ne sont plus utilisés aujourd'hui en réalité. Et des allusions aussi parfois à des événements qu'on ne connaît plus et qu'on ne connaissait déjà plus d'ailleurs 2 ou 3 siècles après. On le voit dans les commentaires des poèmes qui ont été faits à l'époque médiévale. Le commentateur nous dit, ben voilà, il y a un doute sur le sens de ce mot, ou bien tel grammairien l'interprète ainsi, tel autre l'interprète tout à fait différemment. Il y a aussi la polysémie, hein, quand je parlais tout à l'heure du mot. Alors l'avantage, évidemment, quand on travaille sur des textes anciens, c'est qu'on peut se permettre de faire des commentaires qui introduisent le poème et d'apporter cette dimension qui n'apparaît pas forcément en français. Hein, lorsque quelque chose une chose pour laquelle j'ai eu quelques difficultés parfois, c'était de rendre ce fameux jeu de mots chez Antara entre l'utilisation de noir et blanc, qui signifie à la fois lance et épée, mais qui a aussi cette dimension généalogique. Le lecteur arabe la comprend directement. Il faut l'expliquer évidemment pour un lecteur francophone ou non arabophone. Et au niveau de la tonalité, des sonorités, des rimes, comment est-ce que l'on parvient à maintenir ça en partie, ou est-ce qu'on se dit bah c'est pas possible? Alors, j'ai fait le choix de ne pas rendre la rime parce que, comme je le disais tout à l'heure, les poèmes étant monorhymiques, c'est très inconfortable pour l'auditeur francophone, je crois, d'avoir un poème de plusieurs dizaines de vers qui se termine toujours par le même son. Et quand on regarde d'ailleurs la tradition de traduction de la poésie arabe classique, les traducteurs abandonnent systématiquement en fait le côté monorhymique du poème. Mais donc, ça veut dire qu'on doit admettre qu'on perd quelque chose. Mais c'est faire un choix aussi, puisque vous pourriez le faire. On pourrait essayer. Quelque part, vous vous dites que ça gênera le lecteur, et quelque part, vous n'en savez rien. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je ne sais pas. Oui, oui. C'est vrai, vous avez raison, mais je suppose, puisque je n'ai jamais rencontré en fait, dans les traductions françaises et anglaises de tentative de rendre cet aspect uniforme de la rime, c'est que je crois que le danger, c'est d'introduire une rime pauvre en fait en français aussi, de terminer toujours par un son qui soit trop commun, hein, un peu comme « et », etc. Mais ça, ce sont nos logiciels à nous. C'est vrai, c'est vrai. Ça vaudrait la peine d'essayer. Voilà, je lance un nouveau débat. Oui, hein. Excusez-moi. Non, mais je suis tout à fait d'accord et c'est quelque chose qu'on perd, évidemment. Alors, par contre, ce que j'ai essayé de rendre, surtout pour la poésie, qui est plus… puisque les poètes pré-islamiques sont plutôt des poètes guerriers, j'ai essayé de rendre par la ponctuation notamment le rythme saccadé des poèmes. Hein. Quand Marwan lit on entend ça, ouais. On entend le côté, voilà, surtout dans le deuxième, hein, on entend que c'est un duel en fait, et Marwan l'a rendu d'ailleurs dans sa lecture. Absolument. Je l'en remercie. Alors voilà, j'ai essayé de rendre ça par la ponctuation, hein, mettre beaucoup de virgules pour saccader voilà, pour saccader le rythme du texte, mais c'est pas évident, et voilà, le traducteur doit admettre qu'il trahit. Pardon de vous ennuyer. Non. Il nous reste 5 minutes avant le gong final. Alors, il reste au programme 2 lectures, mais je pense qu'on n'aura pas l'occasion d'entendre les 2 textes. Donc, je vous propose de choisir et donc de renoncer, Xavier Luffin. D'accord.
Alors, je vais traduire je vais proposer un autre poème que j'aime beaucoup, qui est Abou Nouas. Alors, Abou Nouas, c'est un poète qui n'est pas d'origine africaine, parce que dans l'anthologie, je termine par une série de poètes qui sont poètes et poétesses d'ailleurs, qui ne sont pas d'origine africaine, mais qui parlent des Africains dans leur poésie. Et alors, Abou Nouas, c'est un poète de la période abbasside qui parlait, qui aimait beaucoup le vin, qui aimait beaucoup les femmes et les hommes, et qui était très souvent Poète libertin, quoi. poète libertin et très souvent irrévérencieux sur le plan de la religion. Et alors, le poème que j'ai choisi décrit, si vous voulez, à ses yeux, la femme idéale. Et vous allez voir que la femme idéale, pour lui, est composée euh, elle a les meilleurs traits de femmes issues des quatre coins du monde connu à l'époque. Et en fait, il reflète quelque chose d'assez intéressant. Donc, vous allez voir qu'il se réfère à… Il parle une fois d'une africaine et une fois d'une nubienne, mais il parle aussi de plein d'autres nationalités. Et c'est un reflet, quelque part, de la société très multiculturelle qui était notamment la société de Bagdad à la période abbasside. Donc, une société où, on le sait, les gens venaient des quatre coins du monde musulman de l'époque, donc d'Afrique, mais aussi d'Iran, de Turquie, enfin d'Asie centrale, etc. Et il a essayé de mettre tout ça dans un poème assez court, mais très, très révélateur. On l'écoute du coup. أبصرت في بغداد رومية تقصر عنها كل أمنية قصرية الطرف شامية الخلوة في نكهة زنجية سغدية الساقين تركية الساعد في قد تخارية هندية الحاجب نوبية الفخذين في زهو عبادية حيرية الحسن كيانية الأرضاف في ألية عاجية. Et je vous laisse enchaîner avec la traduction, votre traduction en français, Xavier Luffin. Merci beaucoup. J'ai vu à Bagdad une jeune grecque à la beauté indescriptible. Elle a le regard d'une dame du palais, l'expérience d'une syrienne, le parfum d'une noire, les jambes d'une sogdienne, les bras d'une turque, la taille d'une femme de tokar, les sourcils d'une indienne, les cuisses d'une nubienne, l'orgueil d'une ibadienne, la beauté d'une femme d'Al-Hira, les hanches d'une femme de Kian, les fesses d'une femme taillée dans l'ivoire. Alors voilà, donc la femme idéale aux yeux d'Abou Nouas, évidemment c'est un petit clin d'œil parce qu'il ne parle pas que des Africains, ou je devrais dire ici des Africains dans son poème, il parle aussi des Turcs, des Syriennes, des Sogdiennes, des Grecs, mais voilà, je trouve que ce poème… C'est davantage un poème monde, comme vous Voilà, oui, disiez. c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Allez, il nous reste 1 minute. Et donc, une dernière question à vous poser. Et quelque part, c'est tout à l'heure Anne Casterman qui l'a suggéré. Est-ce que le traducteur est un auteur? Alors, j'ai traduit beaucoup de fiction. C'est l'essentiel de ce que j'ai traduit, donc des romans et plutôt des romans contemporains, évidemment. Et je trouve que ma politique a toujours été de dire que le traducteur doit s'effacer derrière l'écrivain. Et je ne le vois pas vraiment comme un auteur, parce qu'il est prisonnier, je dirais, de… Et c'est différent quand on traduit de la poésie, en particulier de la poésie arabe? J'ai l'impression qu'on a plus de liberté, on peut plus se donner des qualités d'auteur parce que finalement on brise tellement de règles qu'on ne peut pas suivre, la rime dont je parlais tout à l'heure, la métrique, etc., que ça encourage peut-être aussi le fait que le contexte original est moins connu et si on veut rendre le texte appréciable, il faut plus le travailler que de la fiction. Et oui, je dirais que pour ce qui est de la poésie, même s'il faut rester malgré tout fidèle au texte, on ne va pas rajouter ou enlever un vers, mais on a plus de liberté et on se rapproche un peu plus
du travail de l'auteur, je crois. En tout cas, c'est ma perception, pour la poésie classique, certainement. Eh bien, merci. Je vais remontrer une fois la couverture de votre livre. On n'a pas eu l'occasion de tout évoquer. C'est toujours la même chose dans ce type de rencontre, surtout avec des interlocuteurs passionnants. Pascal Claude, j'avais presque l'impression d'être en plein dans les nuits du Ramadan. Vous savez, ces émissions extraordinaires. Alors, est-ce que je peux faire une petite demande? Est-ce qu'on peut entendre la dernière lecture? Ah oui, bah moi, c'est vous la chef. Hein. Je suis chef, alors oui. Et la traduction N'oubliez aussi. pas que demain, c'est la fête de l'Aïd. Alors vraiment, terminer encore par une lecture, ce serait tellement chouette pour terminer ce webinaire formidable. Je ne suis pas contre. Xavier Luffin, vous nous l'introduisez, ce texte? Oui. C'était le 3e. Hein. Oui, alors Ce sera le 4e. C'est un poème d'Abou Doulam qui est donc de la période abbasside, donc 8e, début 9e. Alors, c'est un poète que j'aime beaucoup aussi. Lui aussi assez irrévérencieux, on va le voir dans le poème. C'est un poète de cour. Hein, donc, il récitait des poèmes au calife, mais souvent pour les faire sourire, voire pour les faire rire, et donc souvent aux dépens d'autres personnes, et il gagnait sa vie ainsi, donc en se moquant de ses contemporains, ayant la protection du calife, ben, ça lui permettait de gagner sa vie. Et on va voir ici comment il s'est moqué d'un homme très pieux qui a voulu lui financer son pèlerinage à la Mecque, et en fait Abou Doulam a accepté, mais en réalité, il n'a jamais effectué le pèlerinage. Il est allé dépenser l'argent, on va dire, dans les bars de l'époque. Et c'est une certaine critique de la religion aussi, hein, mine de rien. Tout à fait. Tout comme le fait Abou Nouas, en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est la période abbasside, c'est pas la seule d'ailleurs, hein, mais est une période à laquelle on trouve effectivement pas mal de poètes qui prennent certaines libertés par rapport à la religion, ou en tout cas à la religiosité. يا أيها الناس قولوا أجمعون معا صلى الإله على موسى بن داود كأن ديباجتي خديه من ذهب إذا بدا لك في أثوابه السود إني أعود بداود وأعظمه من أن أكلف حجا يا ابن داود خبرت أن طريق الحج معطشة من الشراب وما شربي بتصريدي والله ما في من أجر فتطلبه ولا الثناء على ديني بمحمودي. Alors, ça donne ceci. Donc, poète satirique, hein, poème satirique. Chers tous, dites-le ensemble. Que Dieu bénisse Moussa ibn Daoud. Ses joues soyeuses semblent teintées d'or lorsqu'il apparaît dans ses vêtements noirs. Je demande l'aide de Daoud et de ses os pour éviter d'accomplir le rude pèlerinage, fils de Daoud. J'ai appris que la route du pèlerinage engendrait la soif. Or, je suis loin de me contenter d'une seule goutte de vin. Mon Dieu, il n'y a pour moi aucune rétribution à demander, pas plus que louer ma religion n'apporte de grâce. Alors voilà ce qu'un poète satirique de l'époque pouvait se permettre. Oui, d'ailleurs, un poète qui peut concevoir des poèmes en y intégrant des concombres. Oui, effectivement, c'est vrai. Oui. Il a un poème dans lequel il explique qu'il a, alors pour convaincre le calife de lui donner un peu plus d'argent, il lui dit j'ai rêvé cette nuit d'un énorme concombre rempli de pièces d'or. Et c'est un message envoyé au calife pour lui dire voilà, j'ai plus d'argent, il faudrait que tu me rétribues. Voilà, le mot de la fin. Je vous remercie 1000 fois pour cette rencontre vraiment passionnante. Je vous dis, j'avais vraiment l'impression d'être à la fête des nuits du Ramadan. Demain, c'est l'Aïd, donc je suis très, très contente d'avoir programmé cette rencontre ce soir. Je vous souhaite une très belle fête à tous parce que beaucoup d'entre les participants venaient de très loin.
Je ne peux que souhaiter une chose, c'est que vous alliez revoir cette rencontre qui sera sur la chaîne YouTube de la Foire du Livre de Bruxelles. Merci à Xavier Lufin, à Marouane Amimi, à Pascal Claude et évidemment merci à notre partenaire Traductive. Je n'ai qu'une chose à vous dire, j'espère sincèrement et de tout cœur qu'on fera une rencontre de cette qualité-là l'année prochaine à la Foire du Livre et en présentiel. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée.